Pierre-Alain Mungengi est notre invité. C'est le président sortant de la Fédération gabonaise de football. Il est candidat à sa propre succession. Monsieur le Président, avec vous, nous allons évoquer la question d'abord du bilan de votre passage à la tête de la Fédération gabonaise de football. Et ensuite, on va revenir bien sûr avec ce que vous proposez aux Gabonais pour le troisième mandat. Vous êtes dans votre émission Les As du foot, édition spéciale élection du renouvellement du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. Installez-vous confortablement. Solange Pambo, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir. Plaisir toujours partagé. Pierre-Alain Mungengi est parmi nous, avec qui nous allons évoquer plusieurs questions sur son bilan, comme je le disais, mais également à l'avenir. Qui est Pierre-Alain Mungengi Solange Pambo? Merci de me poser cette question et de permettre aux téléspectateurs qui sont nombreux d'avoir une idée précise sur le parcours de Pierre-Alain Mungengi dans les arcanes du football national et international. Ancien président de la Ligue nationale de football, l'INAF, du Gabon, et par ailleurs directeur de l'office de gestion du stade Omnisport Président Bongo, Pierre-Alain Mungengi brigue la présidence de la Fédération gabonaise de football. Il ambitionne, une fois élu, de restaurer, de professionnaliser et d'organiser le football gabonais. Il est professeur d'éducation physique et sportive. Pierre-Alain Mungengi est entré dans le monde du football par l'arbitrage. Arbitre fédéral de 1978 en 1980, il rejoint le prestigieux cadre des arbitres FIFA et il restera de 1981 à 2000 sans interruption. Je crois que ça fait 19 ans. Au haut niveau, à ce titre, il a dirigé des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Senior en 1992, en 1998 et 2000 et celle de la CAN Junior en 90, 93, 95 et 97. Sa longue fréquentation des stades lui a conféré une expertise qu'atteste son statut d'instructeur d'arbitre. Sur le plan national, Pierre-Alain Mungengi a été chargé de la formation des jeunes de 1986 à 1992 quand il devient instructeur national. 10 ans plus tard, en 2002, il devient instructeur de la Confédération africaine de football, la CAF. En 2006, instructeur de la Fédération internationale de football, association FIFA. Il est actuellement, pour le compte de la même fédération internationale, chargé du développement de l'arbitrage en Afrique centrale, au Bénin et au Nigeria. Comme pour compléter le tout, la carte de visite de Pierre-Alain Mungengi est assez longue. Il a été secrétaire général adjoint de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, et membre du jury d'appel de la CAF. Il a une expérience administrative certaine pour avoir été secrétaire administratif de la FEGAFOOT entre 1986 et 1997, secrétaire général de 1997 en 2001 et président de la commission centrale des arbitres de 2004 à 2006. Il est président de la Ligue nationale de football, donc on lui reconnaît unanimement la prouesse d'avoir, dans un pays où le championnat national était régulièrement interrompu pour des raisons techniques ou financières, on lui reconnaît d'avoir réussi à mener la compétition jusqu'à son terme, ce qui était une gageure avant la création de la LINAF, dont il a assumé encore la première présidence. À 64 ans, cet amoureux du sport, obsédé par la performance, pense que le problème du football gabonais est une question d'homme. Il en veut pour preuve le projet Gaulle, qui ne décolle pas depuis plus de 8 ans, du temps de la présidence de Placide Ngandias et à celle de Léon Ababé, sachant que la FIFA est le principal pourvoyeur de fonds. La partie gabonaise a uniquement le devoir de trouver le site et de l'approvisionner en eau et en électricité. Pierre-Alain Mungengi est marié et père de 4 enfants. Monsieur le Président, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Peut-être rectifier ou rajouter un certain nombre d'éléments sur votre carte d'identité. Merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Je voudrais rectifier une chose. Je pense qu'un de mes enfants risquerait de vous interpeller parce que j'en ai 5 plutôt que 4. Oui. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la précision. Merci pour la précision, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on va d'abord rentrer dans le vif du sujet. Candidat à votre propre succession, après 2 mandats, 8 ans passés à la tête de la Fédération gabonaise de football, vous sollicitez un 3e mandat. Pourquoi? Merci pour la question. Je pense que je sollicite un 3e mandat d'abord pour parachever l'œuvre accomplie. Vous savez que lorsque j'arrive à la tête de la Fédération gabonaise de football et bien avant,
Dans ma campagne pour l'élection de la Fédération gabonaise de football, j'avais fait une présentation sur PowerPoint devant les caméras pour présenter les sièges de fédérations et les centres techniques des autres pays dans lesquels je suis passé pour des cours d'arbitrage sur le plan de la FIFA. Et je rêvais la même chose pour mon pays. Donc, quand je suis arrivé, effectivement, j'ai commencé par faire en sorte que le siège de la Fédération gabonaise de football soit au niveau des autres sièges des autres pays. Pour ceux qui, comme vous, fréquentiez le siège de la Fédération gabonaise de football en 2014, quand je suis arrivé, vous avez en souvenir qu'il n'y avait qu'un seul bâtiment, et ça, il faut faire une fleur aujourd'hui à Léon Ababé, parce que c'est grâce à Léon Ababé que nous avons eu le premier bâtiment du siège de la Fédération gabonaise de football, Alexandre Samba. Il faut toujours de temps en temps regarder dans le rétroviseur. Et être reconnaissant. Voilà, et être reconnaissant. Léon Ababé a réussi à mettre ce bâtiment, mais je pense qu'après, il n'est pas resté longtemps. Ceux qui ont succédé à Léon Ababé n'ont pas eu la présence d'esprit d'améliorer les conditions de travail et les conditions de notre siège. Je suis arrivé. J'avais honte, moi, quand je recevais des collègues d'autres fédérations, je ne pouvais pas les amener au siège de la Fédération gabonaise de football. Quand je voyais parfois, après une pluie, les voitures s'embourber dans la cour de la Fédération gabonaise de football, ce n'était pas gai. Donc, avec mon comité exécutif, nous avons pensé qu'il fallait améliorer les conditions de travail au niveau du siège. Nous avons donc construit ce deuxième bâtiment que vous voyez à côté du bâtiment Alexandre Samba, monté sur un niveau, disons un rez-de-chaussée et un niveau au-dessus. Nous avons aussi amélioré la cour, et aujourd'hui je pense que l'accès à la Fédération gabonaise de football, au siège j'entends, est meilleur que par le passé. Nous avons d'ailleurs reçu le président de la FIFA au siège de la FEGAFOOT et il était reparti content de ce qu'il avait trouvé. Pour toujours à l'actif de Léon Ababé, reconnaissons aussi que c'est Léon Ababé qui a eu la précieuse idée de déplacer, ou disons d'installer le centre technique à Bikele, parce qu'il était prévu ailleurs. Et pour ce centre technique, je dirais que le projet a été lancé en 1998 par Sepp Blatter, président de la FIFA, qui avait décidé, comme il avait défini, la maison du football. Donc il avait lancé ce projet Goal avec la construction des sièges et la construction des centres techniques. Et le centre technique, après le départ de Léon Ababé, a une fois de plus été abandonné. Le centre technique a été abandonné. Aujourd'hui, ce centre technique, sans avoir été inauguré, est opérationnel. Nous avons réceptionné 5 bâtiments il y a 2 semaines. Nous avons donc réceptionné 5 bâtiments. Nous pensons qu'aujourd'hui, le football gabonais peut, un tant soit peu, s'arrimer au football dans les autres pays avec des structures d'accueil à la dimension du pays, à savoir un siège et un centre technique. Nous ne nous sommes pas arrêtés au niveau du centre technique, toujours dans le diagnostic que nous avons fait. Moi-même, j'étais déjà candidat en 2009. En 2009, j'avais fait le tour du pays pour déposer auprès de ligues un kit informatique, ordinateur plus imprimante. Mais dans chaque ligue, ce sont les présidents et quelques 2 ou 3 membres qui me recevaient au domicile du président. Au domicile du président, et c'est au domicile du président que j'ai déposé le kit informatique. Malheureusement, quelques années plus tard, certains présidents ont quitté la Ligue, mais ce matériel déposé chez lui devenait à la fin sa propriété. Donc, quand j'arrive à la tête de la Fédération gabonaise de football, j'avais fait la promesse aux délégués de doter chaque ligue provinciale d'un siège. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille
qui achète une voiture, qui achète des beaux habits, mais qui n'a pas une maison. Nous avons pensé que pour développer le football, il faut avoir un cadre de travail. Monsieur le Président, permettez-nous de revenir, puisque nous avons cette question au sujet du bilan, puisque vous êtes rentré de plein pied, mais quand même revenir sur votre envie de repartir devant les électeurs. En 8 ans, quelle a été votre plus grande réussite et quel a été votre plus grand regret? Ben, déjà, la réussite, c'est d'avoir relancé le centre technique. C'est une réussite, à notre avis. C'est d'avoir fait en sorte que le football féminin, qui était abandonné pendant plusieurs années, soit relancé. C'est le fait aussi d'avoir relancé les compétitions des jeunes et du football féminin. Nous avons donc relancé toutes ces compétitions et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'organiser, avec la collaboration des ligues provinciales, des compétitions des jeunes et du football féminin. Je pense que c'est une réussite parce que je dirais les jeunes sont la base du football et nous nous occupons justement de cette base. Vous imaginez que dans l'organisation de notre football, il y a l'élite, c'est-à-dire les compétitions d'élite qui sont constituées du championnat de première et de deuxième division professionnelle. Ces compétitions sont entièrement prises en charge par l'État. Mais, par contre, la base n'est pas subventionnée. La base n'est pas subventionnée et nous avons pensé au niveau de la fédération que nous pouvons prendre ce relais et nous occuper de la base. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Slange Pambo, une préoccupation sur la question. Justement, puisqu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet en ce qui concerne l'ambitieux programme de Pierre-Alain Mongengue pour ce 3e mandat qu'il sollicite à la tête de la Fédération gabonaise de football. On est dans ce droit d'inventaire, cette espèce de bilan. Président, vous venez de parler de la relance du championnat féminin de football. On a vu que ça mobilise énormément au niveau de Tchibanga, au stade Dialogue, la présence humaine dans le stade qui montre l'adhésion des populations pour ce tournoi de football féminin. Mais pourtant, vos détracteurs estiment que ce n'est pas un championnat, que c'est un tournoi. Bien, je veux vous dire et leur dire à eux que le championnat qui se joue à Tchibanga, c'est un tournoi final qui regroupe les sélections provinciales dans le cadre du football féminin. Autrement dit, la fédération et les ligues provinciales organisent dans chaque ligue provinciale un championnat féminin. Parce qu'on ne peut pas avoir une sélection sans des équipes. La fédération gabonaise de football met à la disposition de chaque ligue provinciale des fonds destinés à l'organisation de compétitions domestiques provinciales. Et au terme de ces compétitions organisées par les ligues, chaque ligue monte une sélection dans chaque catégorie, notamment dans le football féminin. Et ce sont ces sélections, au nombre de 10, qui se retrouvent à Tchibanga pour faire un tournoi national. Ça fait un total de 200 filles qui se retrouvent à Tchibanga pour ce championnat national. Parce que chaque équipe est composée de 20 joueuses et c'est 10 équipes. Nous avons 9 ligues provinciales. La Ligue de l'Estuaire inscrit 2 équipes pour la dimension de ces compétitions, inscrit donc 2 équipes. Donc ces championnats existent dans chaque ligue provinciale. Maintenant, en 2020, nous avons décidé de mettre en place un championnat national féminin. Le championnat national féminin que nous avons mis en 2020 était composé de 18 équipes, 2 équipes par province. Et le championnat se jouait par zone. Nguni-Nyanga, Welentem, Ogwe-Ivindo, Otogwe, Ogwe-Lolo, ainsi de suite. Et au terme donc de ce championnat national, qui va remplacer les sélections provinciales, ce sont les champions des zones qui vont se retrouver pour une phase finale. Malheureusement, nous avons démarré, 2 journées après,
nous sommes tombés dans la pandémie et les championnats se sont arrêtés. Le championnat se jouant par zone et étant un championnat national, la fédération a décidé d'accompagner les équipes inscrites à hauteur de 2 millions par équipe. Parce que chaque deux équipes d'une province doivent aller dans la province voisine pour aller jouer un match aller ou retour. Donc voilà ce que nous avons mis en place comme organisation pour le football féminin. Monsieur le Président, je souhaite qu'on revienne, avant qu'on ne rentre de plein pied dans cette question de la gestion du football féminin. On a beaucoup à dire. Revenons un temps soit peu sur le bilan. On reste toujours sur ce bilan. Peut-être sur les affaires, je pense. Voilà, Mais revenons d'abord sur la CAN. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des résultats obtenus par les Panthères du Gabon lors de leur passage à la CAN? Bien, écoutez, satisfait par le rendement, par la qualité du jeu produit par nos jeunes. Il faut reconnaître que cette équipe qui a évolué au Cameroun était, je dirais, remaniée à 60-70%. Si notre équipe nationale joue sans Ibrahim Ndong, sans Lemina et sans le capitaine titulaire, comprenez que cette équipe est effectivement réduite par rapport à ces ténors. On peut être satisfait par rapport à ça, mais globalement, on ne peut pas dire qu'on est satisfait, que c'est une réussite quand on n'a pas pu franchir les huitièmes de finale. On n'a pas pu franchir les huitièmes de finale, donc on ne peut pas nous satisfaire du résultat obtenu au Cameroun. Et d'ailleurs, ce résultat obtenu au Cameroun, quand bien même il ne nous satisfait pas, nous pensons aussi que par rapport aux résultats antérieurs, cette équipe n'a pas fait moins que les premières. Elle n'a pas fait moins qu'en 1996 ou en 2012. Elle n'a pas fait moins. Je vais vous dire pourquoi. En 1996 ou en 2012, l'équipe de notre pays, en 1996 par exemple, était dans un groupe de 3. Après le désistement du Nigeria, nous nous sommes retrouvés à 3 dans notre groupe. Il a suffi de 2 matchs pour que notre équipe soit qualifiée pour les quarts de finale. En 2012, nous étions dans un groupe de 3, dans le même format que 1996. Il suffisait d'être parmi les 2 premiers pour aller en quart de finale. Depuis 2019, en Égypte et aujourd'hui jusqu'à maintenant, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, donc les 2 dernières éditions, le format a changé. Le format a changé et la performance de notre équipe nationale n'a pas changé par rapport à 2012 et 1996. C'est-à-dire, on est dans un groupe à 4, on est 2e et on passe au tour suivant. Mais dans le format actuel, il y a un tour intermédiaire, les 8e de finale, qui n'existait pas quand en 2012 et en 1996, on bascule en quart de finale. Ouais. Vous voyez donc, on n'a pas fait un bond en avant, on n'a pas fait un bond en arrière. Il a suffi de sortir dans les 2 qualifiés du premier tour pour se retrouver en quart de finale hier, en 1996 et 2012. On a fait le même parcours, mais nous ne sommes pas allés en quart de finale, mais plutôt en 8e de finale, donc le tour intermédiaire qui a été créé. Pierre-Alain Mungengui, on va dire que c'est 3 mois après cette dernière Coupe d'Afrique des Nations de football que vous vous exprimez sur la performance du Gabon, évidemment, parce que les Gabonaises demandaient bien, est-ce que le président de la Fédération gabonaise de football va faire un bilan sportif de la participation des Panthères à cette Coupe d'Afrique des Nations? Mais il y a quand même un fait qui a également été longuement commenté sur les réseaux sociaux, notamment parce que durant cette Coupe d'Afrique des Nations, notre équipe nationale a été secouée de l'intérieur avec l'affaire désormais dite affaire Pierre-Emerick Aubameyang Mario Lemina. Pouvez-vous, en tant que président de la Fédération gabonaise de football, nous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'est-il passé réellement à Yaoundé? Bien, je pense que il n'appartient pas au président de la Fédération de se précipiter devant la presse pour aller faire le bilan de la participation de l'équipe nationale à une Coupe d'Afrique des Nations. Ce devoir incombe au sélectionneur national. Le sélectionneur national, après cette compétition, a déposé un rapport au comité exécutif de la Fédération et le comité exécutif l'a invité
pour analyser ce rapport. Et la Fédération gabonaise de football, j'entends le comité exécutif, transmet le rapport à la tutelle. Et le coach est allé en vacances, nous attendions qu'il rentre pour que une conférence de presse soit organisée en présence du président de la fédération et du sélectionneur national. Parce qu'il incombe au sélectionneur national de faire le bilan. Ce n'est pas à l'entraîneur, ce n'est pas au président fédéral de faire le bilan de la participation. Il y a des triomphalistes. Si ça se passe bien, le président va vous dire oui, machin, etc. Mais non, ça c'est une mission qui incombe au sélectionneur national. Je n'ai jamais entendu le président de la Fédération brésilienne de football, après une victoire finale à la Coupe du Monde du Brésil, d'aller de se mettre devant de la scène pour dire si nous avons gagné, c'est moi le président. Non. Monsieur le Président, cela rentre quand même dans vos calls en termes de bilan. Écoutez, pour nous expliquer pourquoi Léminé est parti, pourquoi Pierre-Emerick est parti. Je pense que la première chose, c'était d'abord de dire pourquoi je ne suis pas apparu devant la presse. 3 mois Et la après. deuxième chose, je crois que c'est ça aussi l'ingratitude du football. Quand Pierre-Emerick est au sommet de son art, tout le monde veut s'approprier la paternité de Pierre-Emerick. Le jour où il fait une contre-performance, tout le monde pense qu'il n'est plus patriote. C'est ça l'ingratitude du football. Moi, mon équipe part de Dubaï pour le Cameroun. Arrivé à Simalem, Pierre-Emerick et Lemina sont testés positifs. Ils sont donc avec le groupe isolés, en quarantaine dans leur chambre d'hôtel. Je suis inquiet. Je suis inquiet, mais je me dis, il y a un protocole à respecter. Dans 3, 4, 5 jours, ils vont repasser un test et ils seront négatifs, naturellement. Bien. Mais 5 jours après, ils sont testés négatifs. Et le protocole établi par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun exige qu'il y ait un test de contrôle. Ce test de contrôle révèle que mes 2 joueurs, malheureusement et curieusement, souffrent de la même lésion. Ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas s'entraîner parce qu'ils ont des lésions au cœur. Et ça me donne un peu de frissons. Des frissons, pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, quelques mois avant, nous avons suivi ce qui s'est passé à Barcelone avec le joueur argentin. Et moi, j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que c'est des joueurs majeurs de notre équipe nationale, c'est des compatriotes et qui ont choisi le football comme métier. Et s'ils sont dans cette situation, ça doit nous interpeller. J'avais bien envie de les garder là, à Yaoundé, pour ne serait-ce que galvaniser leurs jeunes frères. Mais comment garder quelqu'un à qui on a déclaré le problème de cœur? J'ai décidé, j'ai réuni le staff technique et le manager pour leur dire que je prends la décision de renvoyer ces 2 joueurs auprès de leur club. Parce qu'ils auront, et ils ont dans ces clubs-là, des structures agréées et mieux structurées pour pouvoir les suivre. Vous confirmez bel et bien... Donc, Aubameyang et Lemina repartent dans leurs clubs respectifs. Et comme par enchantement, le week-end qui a suivi, ils étaient sur le terrain. Voilà. C'est la plus grosse satisfaction pour moi. Voilà ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Vous confirmez bel et bien le communiqué, le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football le renvoie pour des questions de santé. Je ne peux pas dire plus que ça. Plus que ça. Monsieur le Président, on va évoluer tout en regardant en image pour la consolidation et avançons ensemble dans votre nouveau projet, pour aller à la conquête, bien sûr, des délégués. Vous dites ceci. Consolidons les acquis du travail accompli au cours des 8 dernières années et avançons vers de nouveaux objectifs tels qu'il en découle bien sûr des enseignements critiques que nous avons retenus de notre expérience, Monsieur le Président. Ben écoutez, moi je pense que je suis très ouvert à la critique, je ne parle pas beaucoup, ouais. J'écoute plutôt, j'écoute beaucoup.
Et à chaque fois que des gens s'élèvent pour critiquer positivement ou négativement, j'ai fait l'effort de recenser tout ce qu'il y a comme critique et positiver, bien sûr, voir ce qu'il y a de bon, voir ce qu'il y a, parce qu'à travers ces critiques-là, effectivement, on peut aussi s'améliorer. Donc, nous sommes arrivés à la tête de la Fédération gabonaise de football, nous avons fait un travail et nous pensons que le travail que nous avons accompli à la tête de la Fédération gabonaise de football n'est pas allé à son terme. Nous avons peut-être fait ce travail, je dirais, à 80 ou 85%, et nous pensons également qu'un troisième mandat nous permettra de sortir de là en laissant derrière nous, je dirais, des actes positifs, des repères. Oui. Il est important pour chacun de nous, pour chaque compatriote, parce que nous ne sommes pas propriétaires de la Fédération gabonaise de football, nous sommes de passage. La fédération a été créée au début des années 60, donc plusieurs présidents ont défilé par là. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire, refaire le siège, refaire le centre technique. Ce n'était pas à nous de le faire. Parce qu'en 2014, on doit trouver un siège digne de ce nom, on doit trouver un centre technique opérationnel, on doit trouver. Mais, malheureusement, nous sommes retombés dans ça. Monsieur le Président, on va également rentrer dans l'actualité. Vous le savez, Solange Pambo, avec un pan très important. Président, alors, on fait le constat, évidemment, par rapport à l'élaboration de votre projet, qu'il repose sur 7 piliers, je pense. On va retenir le principe de la pyramide renversée, de prendre le dernier pilier qui nous intéresse en fonction de l'actualité, puisque certains de vos adversaires vous attaquent sur ce pan-là, celui relatif justement à cette affaire dite désormais affaire Capello-Gate. On parle d'abus sexuels dans le milieu du football et on vous fait peut-être porter une part de responsabilité parce que vous avez été à la tête de la Fédération gabonaise de football durant 8 ans. Certains estiment, parmi vos adversaires, que votre silence est un silence coupable. Qu'en dites-vous? Ben, écoutez, moi je pense que je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. J'ai un compte Facebook. Je ne sais pas comment on fait pour que Facebook puisse garder mon compte actif parce que je n'interviens pas dedans. Il y a des gens qui interviennent dans les réseaux sociaux et qui se permettent d'utiliser ces réseaux sociaux pour pouvoir détruire, pour pouvoir humilier, insulter, etc. La Fédération gabonaise de football n'a pas les réseaux sociaux comme moyen de communication. Je suis arrivé effectivement en 2014 à la tête de la Fédération gabonaise de football. Toujours dans la refonte de notre football, je n'ai pas trouvé un code d'éthique. Je n'ai pas trouvé un code disciplinaire dans les archives de la Fédération gabonaise de football. Je n'ai pas trouvé en place une commission d'éthique. Je n'ai pas trouvé une commission disciplinaire. Toutes les questions qui peuvent tourner autour de la discipline ou d'éthique ne peuvent être traitées que par ces organes. Nous nous sommes attelés à mettre en place ces organes et ces textes, un code disciplinaire, un code d'éthique, et nous avons également mis en place une commission d'éthique et une commission disciplinaire. Et la Fédération gabonaise de football, son instance suprême, c'est le Congrès. Le Congrès prend les décisions et le comité exécutif exécute les décisions du Congrès. Nous avons soumis ces textes et ces organes juridictionnels à l'approbation du Congrès de la Fédération gabonaise de football, qui les a approuvés. Et en 98, les premières révélations sur ces actes de pédophilie, les premières déclarations sont faites par un ancien footballeur qui, dans ses déclarations, se porte victime. D'accord? Se porte victime. Nous, au niveau de la Fédération gabonaise de football, ayant une commission d'éthique, nous avons saisi la commission d'éthique. Simplement, nous avons saisi la commission d'éthique pour compétence. Et après est arrivé les affaires de Capello.
toujours dans le même style, nous avons saisi la commission d'éthique et nous avons suspendu Capello, qui avait été cité nommément. Nous l'avons suspendu. Nous avons saisi la commission d'éthique. La commission d'éthique a fait un communiqué dans le journal officiel, un appel à témoins dans le journal officiel et dans l'Union, le quotidien national. Nous avons saisi la direction des mœurs à la PJ, à la police gabonaise. Et j'avais reçu dans mon bureau le colonel chargé des mœurs à la PJ pour lui dire voilà ce que nous venons d'apprendre, voilà, et saisissez-vous du dossier. C'est cette PJ et ce colonel, à travers l'enquête mise en place, qui avait mis la main sur Capello entre Ntoum et Kokobich, et les deux autres qui sont donc tous les trois aujourd'hui en prison. Nous pensons jusqu'à maintenant que lorsque la Fédération gabonaise de football a saisi la commission d'éthique, a saisi la PJ, que les enquêtes sont ouvertes, la Fédération gabonaise de football n'a plus rien à faire. Sinon, laisser les juridictions faire leur travail. Toute déclaration venant de la Fédération irait dans le sens de vouloir influencer les instances compétentes qui se sont saisies de ce dossier. Donc voilà d'où vient notre silence. Nous n'étions pas silencieux, mais nous étions dans l'action. C'est ce qu'il faut retenir. Nous étions dans l'action, nous avons saisi les juridictions, mais après avoir saisi les juridictions, nous n'avions plus à avoir quelque chose d'autre à faire. Mais Monsieur le Président, comment redonner confiance, puisqu'il disait que certains candidats parlaient de redonner confiance et les parents en doutent. Bien sûr, ils fondent leur campagne dans également cet aspect lié un peu à ce manque de confiance-là qui est déjà installé vis-à-vis des parents. C'est un peu de la mauvaise foi. D'abord, pour redonner confiance, voilà ce que j'avais fait. Vous savez, vous avez suivi qu'après le passage de l'équipe nationale féminine à Marseille, lorsqu'elle est rentrée, M. Koula a pondu un article pour dire que les filles ont été abusées à Marseille. Vous vous souvenez bien de ça? Si, effectivement. Voilà. L'affaire a été portée au B2. Et pour redonner confiance, comme les gens le citent, je pense qu'ils me reprennent en fait. J'avais fait venir à Libreville les parents de toutes les joueuses, parce que la majorité venait du Wellington. J'avais fait venir à Libreville les parents de toutes les joueuses qui étaient à Marseille, logés dans un hôtel, et ces parents allaient au B2 assister aux auditions de leurs enfants. Le but de l'appel des parents, c'était de faire en sorte que ces parents viennent écouter et puissent continuer de nous faire confiance. Parce que imaginez-vous que, effectivement, si ces enfants avaient été réellement abusés, alors que nous, notre projet de relancer le football féminin était en branle, quels parents allaient encore accepter d'envoyer sa fille en équipe nationale? Non. Les parents allaient s'abstenir d'envoyer leurs enfants chez nous. Donc, nous avons fait ça, mener tous les parents pour que les parents assistent aux auditions. C'est ça, faire confiance, relancer la confiance auprès des parents. C'est ce que nous avons fait. Oui. Bien. Maintenant, j'ai effectivement suivi le passage de mon fils à Gabon Première. Quand il dit on va redonner confiance aux parents parce qu'on entend nous écoutons ce que nous entendons. Moi, je n'ai jamais encadré des jeunes joueurs, mais j'ai encadré des arbitres. J'ai formé des jeunes arbitres qui, pour la plupart, sont devenus des arbitres internationaux. Et Fon Jérôme, je l'ai pris, je pense, à 18 ans, il était au lycée technique. Et moi, j'avais mon école d'arbitrage au stade annexe. J'ai croisé Fon Jérôme et je l'ai appelé pour dire « Tu viens faire l'arbitrage ». Mais il jouait à FC 105. Mais je lui avais présenté un tableau simple. Je lui avais dit « Tu fais l'arbitrage avec moi, mais tu joues toujours dans ton club, le FC 105. Tu as deux chances. Ou tu deviens grand joueur,
Et tu seras meilleur joueur parce que tu auras une bonne connaissance des lois du jeu. Tu seras un bon joueur sur le terrain. Ou tu ne réussis pas en tant que joueur, tu peux réussir en tant qu'arbitre. Il a réussi en tant qu'arbitre. Il a réussi en tant qu'arbitre. Je l'ai encadré jeune. J'ai encadré Mbera jeune. J'ai encadré Serge, j'ai encadré Kwanda, j'ai encadré plein de jeunes arbitres aujourd'hui qui sont Isidore, et ainsi de suite. Si moi j'étais pratiquant de la pédophilie, ce sont ces arbitres-là qui devaient être mes victimes. Parce que ce sont ces gens-là que j'ai encadrés. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'à force de se focaliser sur la fédération, par rapport à ce fléau, les gens vont sortir de la bonne piste pour éradiquer effectivement ce fléau. Pourquoi? Parce que les jeunes sont dans les clubs qui assurent la formation, bien sûr, pas tous les clubs. Ils sont dans les structures de formation, les écoles, les centres, etc. Ils sont donc dans ces structures-là. C'est là où il faut mettre le doigt. Ce sont ces encadreurs qui sont dans les clubs, qui sont au contact régulier avec ces jeunes joueurs. Les jeunes joueurs de moins de 17 ans arrivent en équipe nationale, c'est un passage éclair. Ils arrivent, ils jouent 1, 2 ou 3 matchs et puis ils sont partis. Mais ils sont permanents dans les clubs, ils sont permanents dans les centres de formation. Mais si vous vous attaquez à la fédération, c'est peine perdue parce que pour éradiquer le fléau, il faut aller là où ils se trouvent, les enfants. Monsieur le Président, rapidement, d'autres également pensent que vous avez fait 2 poids 2 mesures. Vous avez sanctionné tout de suite Assoumeyi Capello. Serge Mombo a été cité dans l'affaire également. On n'a pas vu, peut-être entendu un communiqué de la Fédération gabonaise de football. Beaucoup se posent cette question. Bon, je pense que je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Oui. Nous avons saisi des juridictions compétentes, n'est-ce pas? La police mène des enquêtes, la commission d'éthique mène des enquêtes. Serge Mombo est cité, il appartient à la commission d'éthique, il appartient à la PJ, oui. les autorités compétentes juridiques, de se saisir du dossier. Ce n'est plus de la compétence de la fédération. Et puis, dans la foulée, je dirais, vous avez suivi le scénario. Vous avez suivi le scénario. Aujourd'hui, quelqu'un de sa chambre, prend son ordinateur et puis cite un nom X et il balance dans la mare. Et puis on dit, ah oui, c'est bien, prenez-le. On va prendre tous les Gabonais de cette façon. C'est-à-dire au gré de ce monsieur. Oui. Non. Mombo a été cité et d'ailleurs, quand il est arrivé, il a été mis à la disposition de la justice gabonaise. Donc, merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Solange Mombo va poursuivre la restructuration des compétitions de plein pied, ou bien certains éléments également... Peut-être aller par ordre de hiérarchisation voilà, des projets de Pierre-Alain Mungengui dans le cadre donc, de son 3e mandat qu'il sollicite à la tête de la Fédération gabonaise de football. Le premier axe, renforcement des capacités des arbitres. Alors, Pierre-Alain Mungengui, on l'a dit, on connaît votre passé en tant qu'un ancien arbitre international, devenu aujourd'hui instructeur au sein de la FIFA et de la CAF. Est-ce que vous êtes un peu orphelin de voir ce qui se passe? Là, on vient de rendre publique la liste des arbitres africains qui vont officier lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, donc 2022. Il n'y a pas de Gabonais. Bien, vous savez, la Confédération africaine de football compte 54 pays. Et si on prend un maximum de 5 arbitres par pays, vous pouvez vous imaginer le nombre. Les arbitres sont sélectionnés selon leur performance, pour soit être appelés dans une compétition ou une autre de la Confédération africaine de football. Les compétitions aussi sont hiérarchisées. Et il y a des catégories d'arbitres. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations se joue au Cameroun. Si un arbitre gabonais n'est pas à la hauteur d'être appelé, il ne sera pas appelé. Il ne sera pas appelé. Nous avons un arbitre qui a fait le CHAN. La logique voudrait qu'après le CHAN, il monte à la CAN. Mais ça aussi, il y a ses performances, parce qu'ils sont nombreux les arbitres africains. Bien, moi j'ai également suivi mon fils, Jérôme, dire qu'il a eu les larmes aux yeux quand il est arrivé au Cameroun et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un Gabonais.
Et dans la foulée, il a dit qu'il est devenu instructeur mondial. Il donne des cours à travers le monde entier. Mais il a donné les cours à travers le monde entier, sauf dans son propre pays. Alors, quelqu'un qui est instructeur mondial, quel est l'apport de l'instructeur mondial? Quelle a été son intervention, sa réaction vis-à-vis de la commission des arbitres de la CAF, puisque la commission des arbitres de la CAF est dans le monde, et lui, il est instructeur CAF et FIFA, comme il l'a dit, il donne des cours à travers le monde. Alors, quelle a été sa contribution pour que, plutôt que d'aller faire couler les larmes à Yaoundé, je pense qu'en amont, avant d'aller à Yaoundé, il devait se rendre compte qu'il n'y avait pas un arbitre gabonais dans cette CAF. Silence Pambo. Président, il y a évidemment une commission des arbitres, centrale des arbitres, qui existe au sein de la Fédération gabonaise de football. Vous avez organisé durant les 8 ans plusieurs stages de formation de haut niveau pour renforcer les capacités des arbitres. Aujourd'hui, quelle est la situation dans laquelle se trouve l'Académie Jules-Marius Owalele qui a relevé, qui a formé des très grands arbitres dans notre pays? Oui, l'Académie Jules-Marius Owalele, je pense l'avoir créée en 2002, avec pour vocation la formation, le perfectionnement des arbitres d'élite. La formation pour les jeunes et puis le perfectionnement des arbitres d'élite. Après la démolition du stade annexe, parce que l'Académie était basée au stade annexe, je me suis rapproché du directeur de l'INGS, à qui j'ai demandé une salle. J'ai amélioré cette salle-là, j'ai installé des splits et tout ce qu'il faut pour la formation des arbitres. En même temps que j'étais arbitre, je formais des arbitres. En même temps que j'étais instructeur, je formais des instructeurs. J'ai laissé la responsabilité de la gestion de l'Académie Jules-Marius Owalele à Olivier Mbera, à qui j'ai remis tout mon matériel de formation. J'ai confié à M. Mbera la responsabilité de la formation à son actif. Je pense que Acho, Ditsoga et ainsi de suite, tous ceux qui sont aujourd'hui tous les jeunes qui sont là, sont passés entre les mains d'Olivier Mbera à travers l'école d'arbitrage. L'école d'arbitrage existe toujours, mais cette fois-ci à l'INGS. Je me suis peut-être un peu démarqué parce que je pense que les gens que j'ai formés, qui sont aussi des formateurs aujourd'hui, pouvaient prendre le relais. Donc l'école d'arbitrage, effectivement, elle est toujours là et nous avons des projets pour l'améliorer. Monsieur le Président, on poursuit l'un de vos pans également, formation et développement des métiers du football. On parle de la direction technique nationale, de Paulo Duarte en 2012, Raphaël Nzamba aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Écoutez, la direction technique a des missions précises. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je pense que les formations qui sont faites au niveau de la fédération, dans tous les domaines, sont planifiées par le directeur technique national. C'est déjà ça. Et vous savez également que nous, au niveau de la Fédération gabonaise de football, nous avons affecté dans chaque ligue provinciale un directeur technique provincial. Donc le directeur technique national travaille en relais avec ces directeurs techniques provinciaux pour le suivi de toutes les formations et également, surtout, le suivi des compétitions des jeunes à l'intérieur. Donc je pense que les missions, je dirais, globalement présentées sont celles-là. Mais comment rendre le travail de la DTN plus optimal? Parce que certains de vos adversaires estiment que Raphaël Nzamba a un travail qui est peut-être insignifiant, qu'on ne voit pas le fruit de son travail sur le terrain. Et qu'on ne met peut-être pas les moyens à sa disposition pour éclater. Écoutez, il y en a qui aiment faire le sensationnel et il y en a qui sont discrets. Et Nzamba en fait partie de ceux qui sont effectivement discrets. Nzamba ce n'est pas quand il a déplacé votre téléphone d'un point à un autre, il va aller crier, j'ai déplacé le téléphone. Ce n'est pas son genre. Ce n'est pas son genre. Il fait des propositions, il met en place des programmes et les programmes sont suivis. Voilà. Ceux qui vous disent que M. Nzamba ne fait pas le travail pour lequel il doit être là, je pense que ça peut être aussi, pourquoi pas, des gens qui aspirent à devenir directeurs techniques. Ou qui veulent revenir. Ça, c'est clair. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens qu'il n'y a que ceux qui font le même métier qui ne s'entendent pas. Imaginez un cordonnier et
un plombier côte à côte. Le plombier reçoit des clients pour la plomberie. Le cordonnier reçoit des clients pour ses chaussures. Ils n'auront jamais de problème. Et le plombier peut même recevoir les clients du cordonnier qui n'est pas là. Mais si vous mettez deux cordonniers ensemble, ils finiront par ne pas s'entendre parce que le moins bon ne va pas accepter que ce soit le bon qui reçoive tous les clients alors que lui aussi est là et plombier comme lui. Donc voilà un peu comment résumer ça. Monsieur le Président, on poursuit avec le développement des infrastructures à travers les ligues. Vous avez déjà évoqué la question à ce sujet. On vous voit à travers quand même les villes du pays, comment les ligues se développent. Sous quelle forme aujourd'hui? Avec quels moyens? Avec quels moyens? Ok. Je pense qu'on a effleuré au début. On a effleuré. Je disais tantôt que quand je suis arrivé à la tête de la Fédération gabonaise de football, personne n'accordait de l'importance aux ligues. On avait effectivement besoin de ligues lorsqu'il y avait des congrès de la Fédération. Parce que ce sont les ligues qui viennent pour valider les rapports. On avait besoin d'eux à ce moment-là. Et lorsque je suis arrivé, nous avons décidé de faire de ligues provinciales des véritables centres de décentralisation du football national. Nous avons logé les ligues provinciales. Aujourd'hui, chaque ligue a un siège payé à l'année par la Fédération gabonaise de football. Et ce, depuis 2016. Est-ce que vous vous engagez à doter les ligues de sièges appartenant justement à ces ligues? J'en viens. Donc nous avons doté chaque ligue d'un siège. Et l'expérience personnelle. J'étais secrétaire général de la Fédération gabonaise de football. Le comité de la Fédération, c'était 18 personnes. Au moment de l'élection, les 18 personnes sont là. Mais dans le déroulé, on se retrouvait avec 2 ou 3 membres. Parce que tous les autres ont disparu. Nous avons pensé que pour faire vivre une ligue, il faut un personnel permanent. La Fédération a fait un contrat avec un secrétaire général dans chaque ligue provinciale, payé par la Fédération gabonaise de football. Donc vous pouvez aller dans une ligue, vous trouverez ne serait-ce que le secrétaire général. Et comme je le disais tantôt, nous avons également affecté auprès des ligues provinciales, sur proposition des ligues, bien sûr, un directeur technique provincial. Voilà déjà 2 personnels permanents qui travaillent à la ligue. Et qui sont payés par la Fédération. Qui sont payés par la Fédération gabonaise de football, qui ont des contrats signés avec la Fédération gabonaise de football. Mais en termes de moyens roulants ou moyens matériels? Je ne peux pas dire ce qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, nous étions sur ce sujet, sur ce volet déplacement. Parce qu'effectivement, les ligues provinciales, si la ligue est à la capitale provinciale, si le travail du directeur technique, ne serait-ce que le directeur technique, pour faire le tour de la province, il faut des moyens roulants. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes pas prêts à pouvoir le faire. Parce que, j'en viens, nous ne sommes pas prêts à pouvoir le faire. Donc, dans la foulée de l'installation, de la location des ligues, nous avons saisi la FIFA pour solliciter la construction de 9 ligues provinciales. La FIFA a donné son accord. Et la FIFA nous a dit, il n'y a pas de problème, trouvez un terrain, envoyez-moi le dossier, faites l'appel d'offres, et puis nous, on vous construit des ligues. Nous pour obtenir les terrains, nous avons écrit à tous les gouverneurs. Nous avons écrit au ministère de l'équipement. Je crois que si vous n'étiez pas là, vos confrères étaient là. Le ministre Balonji nous a reçus avec le ministre Franck Nguema à son bureau. Et nous avons remis le dossier au ministre Balonji. Il a saisi ses démembrements à l'intérieur du pays, mais il y a des difficultés pour obtenir les terrains. Aujourd'hui, nous avons pu obtenir 4 terrains et nous attendons encore. Le processus a déjà enclenché. Les financements sont disponibles. Et la FIFA nous a dit, la FIFA veut venir lancer les travaux. Donc, les 4 ligues, c'est l'Angounié, la Nianga, le Wellington et le Guévindo. En espérant que d'ici quelques jours ou quelques mois, d'autres provinces, d'autres responsables de provinces puissent nous
fournir des terrains. Monsieur le Président, beaucoup, ils sont nombreux qui constatent que vous misez plus sur la construction, la mise sur pied des infrastructures. Mais, par exemple, à Zolende, un enfant qui a envie de jouer au ballon mais qui ne joue pas, celui qui a envie de jouer au ballon à Doussala qui ne joue pas. Comment cela peut s'expliquer dans la pratique? Bien, vous parlez de l'intérieur du Gabon Voilà. à ce moment-là. Je pense que j'essaie d'être clair. La Fédération gabonaise de football a des démembrements qui sont les ligues provinciales. Les ligues provinciales agissent au nom et pour la Fédération gabonaise de football et ont pour mission de développer le football à l'intérieur de la province. D'accord? Nous, Fédération gabonaise de football, nous mettons à la disposition de chaque ligue provinciale une petite subvention pour lui permettre de fonctionner et d'organiser des compétitions à travers la province. Donc le petit qui est à Moulengi Binza doit pouvoir jouer parce que les compétitions organisées par La Ligue s'étendent aux sous-ligues. Le petit doit commencer dans sa sous-ligue, peut-être faire partie de l'équipe provinciale et jouer avec les autres équipes d'autres départements. Et voilà comment le petit doit jouer. Maintenant, si vous faites allusion aux infrastructures, je pense que sur ce plan, ce n'est pas du devoir de la Fédération gabonaise de football de construire des terrains dans les départements ou dans les capitales provinciales. Nous avons décidé de mettre en place des ligues. Les ligues que nous avons obtenues de la Fédération gabonaise de football, ce n'est pas seulement les bâtiments du siège, mais avec un terrain de foot à côté. Monsieur le Président, on reste sur Slange Pambo, sur la restructuration des compétitions nationales avant de vous donner la main. Monsieur le Président, la Coupe du Gabon, on en parle. Dernière édition en 2016. Dernière édition en 2016, le championnat national semble pas bénéficier du regard de la Fédération gabonaise de football. Quand vous dites championnat féminin, vous pensez aussi à un championnat national. Parlons d'abord de la Coupe du Gabon. Bien, la Coupe du Gabon est une compétition de souveraineté. C'est une compétition de souveraineté parce que la Coupe du Gabon, sa finale se joue en présence du président de la République, chef de l'État. Et c'est le président de la République, chef de l'État, qui remet le trophée au vainqueur de la Coupe du Gabon. Comprenez la dimension. La Coupe du Gabon, quand nous sommes arrivés, nous avons pensé qu'il fallait associer toutes les divisions. La Coupe du Gabon commence par la D3 provinciale. Elle évolue pour arriver vers l'élite. On élimine, et puis après, rentre en lice les équipes d'élite, deuxième et première division. La Coupe du Gabon de 2016 à, je dirais, 2018, 18-19. Voilà, 18-19, a toujours démarré avec les petites catégories. J'entends petites catégories, les divisions inférieures. D3. Voilà, D3. Et lorsque nous arrivons à la phase où les équipes d'élite doivent intégrer la compétition, elles nous brandissent l'absence de moyens. Ça voudrait dire que les fonds que l'État met à la disposition des clubs de première et de deuxième division ne doivent servir que pour le championnat de première et de deuxième division, mais pas la Coupe du Gabon. La fédération n'a pas de l'argent à donner aux clubs de première et de deuxième division, mais nous soumettons ce programme au ministère des Sports, avec l'espoir que le ministère des Sports puisse prendre en charge le relais, des charges liées à la participation des équipes de première division. Ça n'a jamais été suivi des faits. Ça n'a jamais été suivi des faits. Et nous nous sommes contentés ces derniers temps à désigner le champion pour la Champions League et le suivant pour la Coupe de Confédération. Nous faisons l'effort d'organiser, mais la Coupe du Gabon ne va jamais à son terme parce que les équipes d'élite refusent de participer parce qu'elles nous exigent de l'argent. Dans ce projet consacré à la restructuration des compétitions nationales, Président Pierre-Alain Mungengue, vous pensez, vous posez une question par rapport à la mise en place de la Ligue nationale du football féminin. Vous voulez relancer un championnat féminin donc, dans notre pays. Qu'en est-il justement de la création, de la mise en orbite de cette Ligue nationale du football féminin? Bien, vous allez peut-être dire que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Le championnat national féminin existe. Maintenant, il va falloir mettre en place une ligue
nationale féminine spécialisée. Oui. Parce que jusque-là, le championnat national féminin était organisé, championnat national j'entends, était organisé par une commission de la Fédération gabonaise de football. Alors, après les assises, et même avant les assises, la FIFA nous a demandé de mettre en place une ligue nationale. OK. Les assises exigent qu'il y ait une ligue nationale. Bon, nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier problème, et c'est ce que nous posons comme problème au département, ministère de la Jeunesse et des Sports, est-ce que la Ligue nationale féminine sera comme celle masculine? Parce que la Ligue nationale masculine a une subvention de l'État pour son fonctionnement. La Ligue nationale masculine reçoit donc, tout le personnel de la Ligue nationale est payé par l'État. Est-ce qu'on met en place une Ligue nationale féminine dans les mêmes conditions que la Ligue nationale masculine? Sinon, nous, on met une Ligue nationale féminine avec le personnel de la Fédération gabonaise de football, parce que ce personnel de la Fédération gabonaise de football est déjà salarié. Nous sommes donc à ce stade. Nous sommes à ce stade. Si nous avons la réponse de la tutelle pour dire c'est à l'instar de la Ligue nationale masculine, on marchera comme l'État le voudra. Mais nous pensons, pour être réaliste, c'est d'opter pour la solution de la Fédération, à savoir d'utiliser un personnel déjà salarié pour piloter cette Ligue nationale. Nous avons déjà une présidente, nous avons déjà un secrétariat, mais nous attendons de formaliser après les échanges que nous aurons avec notre hiérarchie. Monsieur le Président, on reste dans la bonne gouvernance et optimisation de la gestion financière. Quels sont les nouveaux mécanismes de création de richesses pour les 4 prochaines années à votre niveau? Ben écoutez, vous savez, la Fédération gabonaise de football a pour ressources la subvention de la FIFA et la subvention de la CAF. Point. Aujourd'hui, dans les perspectives, nous venons de mettre en place une boutique. C'est la première source personnelle que nous aurons au niveau de la fédération. Nous allons mettre en place la boutique, nous allons mettre des produits dans cette boutique et ça va nous produire de l'argent. Je ne veux pas faire rêver les Gabonais pour leur dire on va avoir 6 milliards, 5 milliards, et ainsi de suite, sans savoir où ça vient. Vous savez qu'ici, dans notre football, il y a une structure mise en place par l'État qui reçoit de l'argent de toutes les sociétés installées dans notre pays. C'est le fonds de développement. Aujourd'hui, une fédération, je ne sais pas comment fonctionnent les autres fédérations, si vous allez vous organiser une compétition féminine, vous allez vers une société pour dire, bon, ben voilà, nous organisons une telle compétition, est-ce que vous pouvez nous accompagner? La société vous répond que je mets déjà de l'argent au fond. Voilà. Donc, il ne faut pas faire rêver, il ne faut pas mentir, il ne faut pas bluffer. Nous pensons qu'en dehors de la subvention de la CAF et de la FIFA, nous lorgnons maintenant les revenus de notre boutique. Et dans ce registre-là, évidemment consacré au merchandising, la communication, au marketing, on a vu quand même que la Fédération gabonaise de football a fait un bond qualitatif sur le plan de la communication digitale. Au niveau du marketing, vous avez parlé là de la boutique qui a été donc construite par la FEGA Foot et qui commercialise donc les maillots de l'équipe nationale, des maillots estampillés Kappa. Pourquoi pas des maillots estampillés Wuka? Écoutez, c'est un choix. Wuka, c'est comme pourquoi pas Adidas? Pourquoi pas Nike? Bon, Wuka, oui. Wuka, on dira que c'est un compatriote qui a... D'autres estiment qu'il faut localiser. Ben, que le compatriote se rapproche de la fédération pour venir nous faire une offre. Nous n'avons jamais reçu l'offre de notre compatriote, mais je voudrais simplement préciser que nous ne sommes pas partenaires en tant que tels de Kappa. Nous n'avons aucun contrat en tant que tel. Nous sommes clients à Kappa. Le contrat qui nous lie à Kappa ne concerne que la qualité du produit. Voilà. Nous avons signé une convention avec Kappa pour dire que nous sommes clients chez vous, nous achetons, mais voilà la qualité. C'est nous qui proposons. On dit voilà comment nous voulons que nos maillots soient conçus.
il nous envoie des échantillons, on réunit le comité exécutif, on apprécie et quand c'est validé par le comité exécutif, nous payons, nous achetons. Nous achetons et quand parfois nous sommes coincés, nous sollicitons la FIFA pour dire nous avons des équipements coincés à Kappa, donnez-nous de l'argent pour acheter. La FIFA nous donne de l'argent. Donc tout ce que vous voyez, les joueurs gabonais de l'équipe nationale A et féminine et ainsi de suite, c'est fourni par Kappa, mais c'est acheté par la Fédération gabonaise de football. Nous achetons tout ce que vous voyez, l'équipe nationale a porté, c'est acheté par la Fédération gabonaise de football. Monsieur le Président, moi je voudrais revenir très rapidement. Quand on essaie de regarder ceux qui battent campagne, des candidats, je voudrais prendre le cas par exemple de Diego, qui disait qu'il vous a amené un projet de formation au niveau des jeunes. D'abord, expliquez le plus grand nombre, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui le départ, la démission de Diego Ndoumou lorsqu'on sait que vous étiez très liés. Écoutez, vous savez, très liés, je dirais, je ne sais pas s'il y a un terme au-dessus de très liés, mais nous étions, je ne sais pas si nous sommes toujours, mais je ne pense pas que nous sommes toujours liés parce que c'est le comportement de Diego, puisque vous l'appelez ainsi, Dieudonné Ndoumbu, a atteint nos familles respectives. Mes enfants, qui appelaient Diego tonton, ont du mal aujourd'hui à imaginer que celui qu'ils appelaient hier tonton puisse dire des énormités sur leur père. Bien. En 2018, j'ai sollicité que Diego vienne travailler avec moi. Et quand je l'appelle, en fait, je l'appelais pour qu'il vienne s'occuper de l'arbitrage. Parce que c'est un ancien arbitre, je ne sais pas s'il a fait 1 an ou 2 comme arbitre international. Je ne sais pas s'il a arbitré aussi, mais c'est un ancien arbitre international. J'ai voulu l'avoir dans mon comité pour s'occuper de l'arbitrage. Et il m'a dit, oui, président, je viens, mais moi, ce n'est pas mon projet, c'est les jeunes. Et vous savez, les jeunes, c'est moins de 15, commencer à être pris en compte. Moins de 15, moins de 17, moins de 20 ans, ainsi de suite, jusqu'à moins de 23 ans. C'est ça, les jeunes. M. Ndoumbu a accepté, donc j'ai accepté qu'il vienne et qu'il s'occupe des jeunes. Il est allé monter ce projet dont il fait état. D'abord, j'apprends qu'il a monté un projet, c'est Ndong Parfait qui m'appelle. Ndong Parfait m'appelle pour me dire, président, je suis à OIM. Il y a un jeune, je ne sais pas qui a un centre de formation à OIM et qui a invité Diego et Parfait à l'inauguration de son centre. Parfait m'appelle pour me dire, je suis ici, mais Diego vient de faire une présentation d'un projet sur les jeunes. Et en conclusion, il a dit, si la fédération ne l'accepte pas, je démissionne. J'attends. Et quand il arrive, au moment opportun, effectivement, il vient nous présenter son projet. Mais le projet est comment? Ndoumbu doit organiser un championnat national de moins de 17 ans. Bien. Le championnat national de moins de 17 ans se jouera dans tous les départements du Gabon. Tous les départements du Gabon. C'est-à-dire que quelqu'un peut partir de Mabanda pour venir jouer à Coco Beach. Moins de 17 ans. Dans ce championnat de moins de 17 ans, tous les clubs seront équipés par la fédération. La fédération va équiper tous les clubs qui vont participer à ce championnat de moins de 17 ans. Le fournisseur, c'est Ndoumbu. C'est lui qui va fournir les équipements, c'est lui qui va fournir les ballons et tout. Le fournisseur, c'est lui. Donc la fédération ira acheter chez lui. C'est pas mauvais. Et Ndoumbu va acheter des bus. Il a des contacts en Chine, il va aller acheter des bus. Mais le budget s'élève à, je pense, plus de 200 millions. 250 millions. La Fédération gabonaise de football reçoit une subvention de 500 millions de la FIFA. 250 millions pour le premier semestre et 250 millions pour le deuxième semestre. Ndoumbu va prendre 250 millions pour uniquement le championnat de moins de 17 ans. Pour uniquement le championnat de moins de 17 ans. Il prend la moitié de la subvention annuelle de la Fédération gabonaise de football. Et mieux, c'est lui qui doit gérer. Les mécanismes de gestion chez nous sont clairs. La FIFA a un compte chez nous à la BICIG, compte forward. Dans ce compte forward, on ne met rien d'autre que l'argent de la FIFA. C'est ce qui lui permet de venir faire des contrôles.
Et les trésoriers sont chargés de payer toutes les factures concernant les dépenses de la Fédération gabonaise de football, soit par virement, soit par chèque. Et c'est ce qui permet d'ailleurs aux auditeurs de la FIFA de pouvoir faire leur contrôle. Mais M. Ndoumbu voulait qu'on lui remette cet argent, ces 250 millions, et puis il organise son championnat de moins de 17 ans. Je posais la question à M. Ndoumbu. On va faire un championnat de moins de 17 ans. Mais les moins de 17 ans sont scolarisés au Gabon. Et l'école au Gabon, c'est de lundi à samedi à midi. De lundi à samedi à midi. Comment un jeune de Mabanda, comment un jeune de Pana, d'Akieni, part-il d'Akieni pour venir jouer à Antoum le samedi à midi? Et quel parent va accepter que son fils vienne de l'école samedi, dépose son sac, monte dans un bus pour aller jouer un match et se revenir on ne sait pas quand, pour être à l'école demain, sans avoir regardé ses cahiers? Nous avons dit, M. Ndoumbu, c'est irréalisable. Ndoumbu s'est levé, il a claqué la porte, il est parti. Donc, son business de vente de maillots n'a pas marché. Son intérêt n'était plus là. Ndoumbu a claqué la porte. Monsieur le Président, en termes de mot de la fin, rapidement par rapport à la fin de cette émission, qu'est-ce que les téléspectateurs et du moins les délégués peuvent retenir de vous pour la relance, à chercher un troisième mandat? Ben, je pense que nous avons relancé plusieurs activités. Et vous avez remarqué que je faisais allusion tantôt au championnat national féminin que nous avons lancé en 2020 et qui s'est arrêté 2 journées après. Malheureusement, nous avons perdu toute la programmation faite pour 2020 et 2021. C'est 2 saisons sportives perdues. Et nous pensons que nous avons encore la possibilité de remettre sur rail ces compétitions féminines, le championnat national féminin, le championnat national de Détroit, parce que, comme vous le savez bien, le championnat d'élite première et deuxième division professionnelle sont organisés par l'État, enfin disons par la Ligue nationale professionnelle, mais les autres championnats, nous les prenons à notre compte et nous les organisons en collaboration avec les ligues provinciales. Donc nous allons relancer ces compétitions pour les rendre régulières. Et nous avons, nous, la possibilité de les organiser du début jusqu'à la fin, parce que nous avons nos moyens à nous. Nous n'attendons rien de l'État à ce niveau, et nous, ce n'est pas que nous n'attendons rien de l'État, nous attendons que l'État nous accompagne. Mais sans l'apport de l'État, nous montrons à l'État que nous faisons déjà un effort et accompagnez-nous. Donc, ces compétitions vont se dérouler. Nous avons à cœur de combler le déficit de cadres. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas... C'est vrai que nous avons fait plusieurs formations, mais les formations, et comme je sais que vous avez l'habitude d'assister aux cérémonies de clôture lorsque je parle aux participants. Aux participants, oui. L'objectif pour nous, ce n'est pas de former des collectionneurs de diplômes, c'est de former des gens qui sont appelés à être actifs sur le terrain. Et sur ce plan, nous avons un déficit de cadres, tant sur l'administration, l'entraînement, la médecine sportive, ainsi de suite. C'est dans ce domaine-là que nous pensons mettre un accent pour développer le football. Nous ne pouvons pas développer le football de notre pays si nous n'avons pas de médecins. La médecine sportive, c'est une spécialité. Ce n'est pas un généraliste qui vient s'occuper des footballeurs. Les préparateurs physiques, c'est une spécialité. Il faut les former. Ce n'est pas dire, bon, écoute, voilà une bonbonne de glaçons, occupe-toi des joueurs, si un joueur se blesse, non. Il faut que les gens soient dans la professionnalisation, que ceux qui interviennent dans le football de notre pays soient des gens formés. Voilà nos projets. C'est de rendre les Gabonais professionnels et d'arriver à ce que demain, nous soyons comme le Sénégal,
comme la RDC avec Ibenga, comme le Cameroun avec oui. Avoir l'Algérie avec Belmadi staff technique composé des compatriotes parce qu'ils ont été formés. Nous avons mis Yala à côté de Neveu et ils s'entendent comme la roue en foire et c'est ce que nous voulons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté d'être parmi nous, surtout éclairer les téléspectateurs et ceux qui se posaient un certain nombre de questions au regard de votre silence depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Silence Pambo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci également. Merci Rodrigue Bekele, merci à Pierre-Alain Mongengue. Je vous remercie aussi. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. L'équipe éditoriale Berlek Lekoba, on aura l'occasion de nous retrouver très prochainement avec la commission électorale qui est en charge de l'organisation de cette élection de la Fédération gabonaise de football. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.